Dans une région en guerre ou qui sort à peine d'une guerre, l'économie va pas très bien et donc toutes les infrastructures et institutions ont tendance à patiner, voire à être paralysées. Et ça veut dire une chose, c'est que même si la paix est proclamée après un conflit, à l'intérieur des pays qui ont vécu ce conflit, il n'y a pas beaucoup de monde pour faire la police. Et quand il n'y a pas beaucoup de monde pour faire la police, on se fait pas emmerder avec les contraventions à 130 balles pour un stationnement gênant, certes, mais ça veut dire aussi que les prédateurs ont le champ libre pour faire un petit peu tout ce qu'ils veulent. Allez, j'en dis pas plus, bienvenue dans Hostile. Ok, cette fois on part en Ukraine à la fin des années 60 et je vais vous raconter le témoignage de Igor. Igor il voyage en train un soir d'hiver pour rendre visite à sa famille. Vous savez ce que c'est l'URSS à la fin des années 60 ? Alors oui, ça peut se résumer à un énorme merdier en crise. Et vous savez ce que c'est que de prendre le train dans un énorme merdier en crise ? Alors en gros, il faut imaginer une grève de la RATP et de la SNCF permanente dans tout le pays, et cette fois c'est pas un train toutes les 2 heures, non, c'est un train tous les 2 jours. Igor, ça fait déjà 12 heures qu'il est assis dans un train gelé et désert quand il arrive enfin à bon port. Enfin du moins il croit qu'il arrive à bon port parce que le train s'arrête, mais en réalité le train s'arrête parce qu'il vient de tomber en panne au milieu de nulle part. Igor se dit merde. Il se dit merde parce que nous parlons d'un train qui marche au charbon dans un pays d'Europe de l'Est qui est en crise, dans lequel il fait moins 20 degrés la nuit, et qui passe toutes les 24 heures quand le service fonctionne à son maximum. Et donc quand celui-ci s'arrête au beau milieu d'un village perdu dans la campagne, Igor sait qu'il n'y a pas de service de navette qui va venir le chercher. Il sait qu'il n'y a personne dans la rue, il sait d'ailleurs qu'il n'y a pas de rue. En gros, il sait qu'il est dans la merde et qu'il va falloir se débrouiller seul. Il décide de changer de quai et d'attendre le suivant, et là il se met à attendre. Il se met à attendre à la façon URSS des années 60, c'est-à-dire attendre le temps qu'il faudra que quelqu'un répare le train, ou qu'un autre train, par hasard, passe en gare. Le tout sans mourir de froid entre-temps, car malheureusement il n'y a rien pour s'abriter, hormis la petite cabane qui fait office de gare. Igor se pose dedans, il attend 1 heure, il attend 2 heures, il attend 4 heures dans la gare déserte. Il neige à profusion et il réalise que la nuit va être longue, très très longue. Et alors là, il a une idée assez judicieuse, c'est qu'il réalise que la petite cabane en bois qui fait office de gare est pas du tout chauffée et que s'il reste là, il va sûrement mourir de froid. Alors il se met en quête de chercher un abri pour la nuit, histoire de survivre et de pouvoir rendre visite à sa famille, comme initialement c'était prévu. La vraie question, c'est où et comment va-t-il trouver un abri au milieu de nulle part, car hormis le petit guichet en bois, il n'y a rien autour de la route boueuse qui longe la voie ferrée. Mais pile à ce moment-là, une vieille femme sort de la pénombre et apparaît. Elle a les cheveux longs, gris, elle porte un manteau en laine à carreaux délavés. Elle s'approche de lui lentement et lui demande quel train il attend. Igor il lui indique sa destination et la vieille lui confirme la mauvaise nouvelle. Celui-ci ne passera pas avant demain matin. Alors il faut savoir que l'hébergement chez l'habitant était monnaie courante dans cette partie de l'URSS à cette époque lorsqu'on faisait des voyages de la sorte. Tout le pays était en crise, peu d'hôtels, peu d'argent et donc tout le monde s'entraidait la plupart du temps. Igor accepte avec plaisir, il a aucune envie de passer la nuit affamé sur un banc dans cette gare déserte. Alors il prend sa valise et il se met à suivre la vieille femme sur le chemin de terre qui mène à la forêt. Igor raconte que la vieille femme marche lentement, que le trajet est long mais qu'après 2 heures de marche, ils arrivent enfin chez elle. Elle habite une petite maison à 2 étages, assez modeste, en lisière de forêt. Igor il est épuisé, affamé, il a qu'une envie, c'est de se mettre au chaud à l'intérieur. Et enfin, la femme pousse la vieille porte en bois, et les voilà qui entrent. Alors l'ambiance n'est pas vraiment glamour, il y a une odeur de vieux choux qui plane dans l'atmosphère, elle allume des lampes à huile qui diffusent une lumière orangée sur des vieux meubles crasseux et sales. La vieille femme disparaît dans la cuisine et fait réchauffer un plat de bortsch. Et lorsqu'elle revient avec une assiette à la main, c'est la première fois que Igor peut apercevoir distinctement son visage depuis qu'il l'a rencontrée. Et en découvrant son visage, il a un espèce de frisson, il sursaute de surprise parce qu'il se rend compte que la vieille femme est en réalité un homme. Surprise! Là, il a une sensation désagréable qui descend au creux de ses reins, mais il est fatigué, il a très faim, alors il dit rien, il termine sa soupe et il demande où se trouve la chambre. Son hôte lui fait alors monter les escaliers jusqu'à atteindre une petite pièce. La porte grince en s'ouvrant et Igor constate qu'elle ne contient qu'un lit simple et une fenêtre. Igor le remercie et le vieil homme lui souhaite une bonne nuit et ferme la porte. Et au moment où la porte se ferme, il y a un petit détail qui intrigue Igor, c'est que le verrou vient de tourner dans la serrure. Igor est donc dans le noir, assis sur son lit et réalise qu'il vient de se faire enfermer à clé. Naturellement, Igor est un peu surpris, il a un peu peur, alors il appelle le vieil homme, mais celui-ci ne répond pas et il n'entend plus aucun bruit provenant du couloir.
Il se dit alors que le vieil homme a fait ça par réflexe, par erreur, et que de toute façon il est trop fatigué pour y réfléchir davantage, il verra ça demain. Alors dans l'obscurité, il pose sa valise, s'allonge sur le lit et se met dans les couvertures qui grattent. Et là, avant de s'endormir, Igor ressent cette sensation qu'on connaît tous lorsqu'on vient de se coucher, l'envie de pisser. Il commence alors à tâtonner dans le noir à la recherche d'un pot de chambre, parce qu'à cette époque c'était très courant d'en avoir un près du lit. Alors il cherche un peu autour du lit, et puis il commence à regarder en dessous, et là, ses mains rencontrent quelque chose qui ressemble à une autre main et qui est pas vraiment normale. Une main humaine, froide. Igor réalise qu'il s'agit d'un cadavre. Igor se dit putain de merde, et il se rappelle que le vieux a fermé la porte, et il se dit que celui-ci ne l'a peut-être pas fait par réflexe. Alors il se lève et se dirige vers la fenêtre pour voir s'il peut sortir, mais quel triste hasard, celle-ci est scellée par des clous. Au fond de lui, Igor, il sait un truc, c'est que s'il reste dans cette pièce, il va probablement finir mort, comme cet homme. Et il le sait, Igor, parce qu'il connaît un peu son pays, il connaît un peu son époque. Et à cette époque, il y avait certes beaucoup d'entraide, mais il y avait aussi des gens qui, pour pallier à la famine et à la pauvreté, détroussaient leurs victimes, les tuaient et parfois même les mangeaient. Igor, il a pas vraiment envie de savoir ce qu'il y avait dans la soupe, il a pas du tout envie d'y réfléchir. Tout ce qu'il sait, c'est que s'il brise la fenêtre et essaie de sortir par là, il y a de fortes chances pour que son cher hôte et d'éventuels complices l'entendent et entrent dans la pièce avant qu'il ne parvienne à s'enfuir. Igor réfléchit à toute vitesse dans la pénombre, assis sur son lit. La panique et la fatigue l'empêchent d'avoir des pensées cohérentes, mais après une demi-heure, Igor finit par avoir une idée. À toute vitesse, il se penche et il tire le corps qui est sous le lit. Ensuite, il retire les draps et la couverture, et un cadavre c'est lourd, mais il force un peu, et il finit par arriver à mettre ce cadavre sur le lit, puis à remettre les draps et la couverture, et à faire comme si ce cadavre c'était lui qui dormait. Et puis Igor, il se glisse sous le lit et il attend. Il attend dans le noir, et au début rien ne se passe. Juste le silence et l'obscurité. Mais au bout d'une heure, Igor discerne un bruit très léger. Ce bruit provient du couloir. Igor comprend que quelqu'un est en train de monter les escaliers lentement, très lentement, marche après marche, pour éviter que ça grince, comme si cette personne qui monte les escaliers souhaitait ne pas réveiller Igor. Et puis, il entend les pas dans le couloir, ils approchent. Toujours aussi feutré, étouffé et lent. Il se dirige vers la porte de la chambre, lentement, extrêmement lentement. Peut-être 5 minutes s'écoulent, et 5 minutes c'est absolument interminable lorsqu'on est dans le noir, enfermé dans une chambre, en plein milieu de l'Ukraine des années 60, glissé sous un lit sur lequel il y a un putain de cadavre, dans une chambre verrouillée, et qu'on entend des pas avancer lentement, très lentement, vers la porte pour nous rendre visite. Soudain, avec une prudence extrême, la serrure se met lentement à cliqueter. Puis elle tourne sur elle-même, tout doucement, et la porte s'ouvre. Igor, d'où il est, voit dans l'entrebâillement une paire de pieds dans des vieux chaussons passer la porte et se diriger vers le lit avec une prudence extrême. Si Igor avait dormi, il n'aurait jamais entendu les pas s'approcher lentement de lui et s'arrêter à quelques centimètres de sa tête. Et soudain, une pluie de coups distribués par un objet en métal s'abat sur le corps qui est au-dessus de lui. La violence est terrible, immonde, tant la personne s'acharne sur le cadavre avec une rage extrême. Les os et les cartilages craquent, se rompent avec une brutalité atroce, et Igor comprend que l'agresseur s'applique à détruire chaque parcelle de son visage de celui qu'il croit être le sien. Et puis le pied de biche tombe au sol, et dans le silence, Igor entend la respiration haletante de l'agresseur au-dessus de lui. Et puis les pas s'éloignent avec nonchalance et sortent de la chambre. La porte se referme, il entend les pas dans le couloir, puis dans l'escalier, beaucoup moins discret cette fois. Et enfin, le silence. Ni une ni deux, Igor sort de sa cachette et prend le pied de biche, et avec celui-ci, il commence à ouvrir la fenêtre avec précaution. Une fois que c'est fait, il jette sa valise et plonge aussi, sans même réfléchir à ce qui se trouve en contrebas. Il atterrit dans la neige et commence à courir dans un champ derrière la maison en direction de faibles lumières qui apparaissent au loin. En réalité, ces lumières se révèlent être une autoroute sur laquelle circulent des camions militaires. Igor court pour sa vie, il court dans la nuit et parvient après quelques heures à se rendre au village voisin. Igor n'aura jamais pris la peine de rapporter ce qui s'est passé cette nuit-là aux autorités, car à cette époque en URSS, il y avait de fortes chances pour que ce soit lui qui ait des ennuis. De plus, les autorités ne prenaient pas le temps d'enquêter sur ce genre d'affaires car elles étaient devenues trop courantes.
Alors il a juste remercié Dieu, le ciel, l'univers de s'en être tiré sain et sauf et a décidé que la prochaine fois il n'essaierait même pas de rien parce qu'il n'y avait pas vraiment de solution à cette époque à part attendre la fin de la guerre et qu'il était juste tombé au mauvais endroit, au mauvais moment. Bonne nuit. Si tu veux continuer d'avoir peur, abonne-toi sur Spotify, Apple Podcast, YouTube, Deezer, Instagram et ne manque aucun épisode. Lien en description. Ciao. Ah oui, et si tu veux nous soutenir, commente, like, partage sur YouTube, mets 5 étoiles sur Spotify ou Apple ou abonne-toi sur Patreon. Ciao.